Hello, bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui accompagne toutes les étapes de ta maternité. Nous y abordons des sujets variés, de la fertilité au postpartum, en passant par la grossesse avec des professionnels qualifiés. Je suis Cécile et moi c'est Livia. Nous sommes sœurs et fondatrices de Gariguette qui te propose ce podcast. Retrouve-nous sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr et sur notre site web gariguette.fr où tu découvriras nos infusions adaptées à chaque étape de ta maternité et qui vont soulager tes symptômes. Bonne écoute! Aujourd'hui, on est plus qu'heureuse avec Livia de retrouver Julie pour un épisode qui nous est vraiment précieux. C'est vrai qu'on avait enregistré un épisode ensemble il y a déjà plus de 2 ans sur la kinésithérapie périnatale et aujourd'hui tu es maman, ça y est. Alors on va parler ensemble de ton accouchement et on a trop hâte de découvrir ton récit. Alors est-ce que tu veux te représenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, avec plaisir. Alors, je suis Julie, kinésithérapeute périnatale depuis 5 ans et j'accompagne les femmes au sein de mon cabinet et sur mon compte Instagram La Yogi Kiné pour qu'elles soient actrices de leur maternité, lors de leur grossesse, accouchement et postpartum. C'est vraiment un métier passion et je suis vraiment heureuse de pouvoir travailler dans ce domaine. Et depuis 4 mois, je suis aussi maman d'un petit garçon et je suis comblée. Effectivement, on vous recommande à toutes les auditrices de découvrir le compte Instagram de Julie qui est hyper riche en différents conseils. Et donc effectivement, comme on le disait, tu as accouché d'un enfant il n'y a pas longtemps. Et donc ça change un petit peu de nos épisodes d'habitude, mais on est ici pour le récit de ton accouchement. Donc Julie, à toi la parole. Tout à fait, merci beaucoup. Eh bien, avant de parler vraiment de l'accouchement, j'aurais aimé donner quelques mots sur la grossesse pour mettre un petit peu, on va dire, le sujet en place. Avant de tomber enceinte, j'ai eu une fausse couche. Je pense que c'est important de le dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent alors que c'est assez courant. Ça a été très dur à gérer pour moi. Mais du coup, je suis allée voir une psy pour en parler, pour faire en sorte que cette information soit digérée, pas oubliée parce qu'on ne peut pas oublier. Et ça m'a permis en fait de redémarrer sur un projet bébé à nouveau de manière plus sereine. Donc je suis tombée enceinte rapidement après. Ma grossesse s'est très bien passée. Les 3 premiers mois sont toujours un peu stressants, je pense, pour n'importe quelle femme, encore plus quand on a eu une fausse couche avant. Mais ça s'est bien déroulé. Jusqu'au bout, c'était chouette. Je me suis maintenue en termes d'activité, ça je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Par contre, pour toute ma grossesse, je me suis préparée à l'accouchement. Vraiment, c'était mon leitmotiv parce que j'ai toujours pensé accouchement peut-être par mon métier, même avant d'être enceinte. Donc, j'ai lu beaucoup de livres, relus parce que je les avais déjà lus pour le travail. J'ai écouté énormément de podcasts de récits d'accouchement puisque mon projet d'accouchement, c'est d'accoucher physio. Donc, de manière physiologique, c'est-à-dire sans péridurale et sans aide médicamenteuse ou médicale. Donc j'ai lu et vu tout ce que je pouvais sur le sujet pour m'infuser à fond de cet accouchement dont je rêvais. Mais presque un peu trop avec le recul, même si c'est normal pour une première grossesse, parce que du coup, ça aide pas forcément à lâcher prise. Mais voilà, donc c'était très bien. J'ai eu un utérus contractile toute ma grossesse, donc beaucoup de contractions, qui n'avaient pas d'incidence sur mon col, et qui m'ont fait dire que peut-être j'accoucherais plutôt à 37 semaines d'aménorrhée qu'à 41. Spoiler alerte, pas du tout, j'ai dépassé le terme. Ah ouais. Et du coup, pareil, un petit conseil, si c'est bien d'essayer de pas se mettre de date dans la tête parce que on est rarement médium et on arrive rarement à connaître notre date d'accouchement avant que ce soit le cas. Et du coup, ça peut être un peu frustrant pour en avoir parlé avec certaines copines, en fait, de voir la date qu'on s'était un peu fixée en tête dépasser et dire non, mais en fait, je ne vais jamais accoucher, quoi. Donc, ouais, petit conseil, essayez de vous dire que ça va durer jusqu'au bout, puis si ça arrive avant, c'est chouette. Oui, c'est ça. Et donc voilà, donc j'arrive petit à petit à ma date de terme, donc le 9 janvier. Donc il faut savoir qu'en France, on laisse rarement une femme dépasser le terme plus 5 jours. On parle souvent de déclenchement avant. Donc moi, plus mon terme arrivait et plus je commençais un petit peu à stresser en me disant, bon, est-ce que je vais être déclenchée? Si je suis déclenchée, je sais que ça va être plus dur d'avoir mon accouchement physio. Donc ça, le stress commençait un peu à monter, sachant que j'ai décidé d'accoucher dans une maison de naissance. Et la maison de naissance, si on est déclenché, on est tout de suite transféré dans la maternité un peu plus classique, entre guillemets. Donc voilà, il y avait un peu ce stress qui montait à ce sujet. Le jour de mon terme, j'étais dilatée à 2, mais pas de contraction de travail.
Donc, j'ai demandé à la sage-femme, enfin la sage-femme m'a proposé, et j'ai dit oui, de faire un décollement des membranes. Donc, c'est une méthode de déclenchement, mais naturelle, sans médicaments. Ça n'a pas trop donné grand-chose. Du coup, 2 jours après, recontrôle à la maternité. Mon col avait pas forcément bougé, toujours à 2. Des contractions, mais j'en avais eu toute ma grossesse, donc rien d'annonciateur. Et du coup, j'ai demandé à la sage-femme si elle pouvait me refaire un décollement. Et là, pour la petite histoire, je lui ai dit, bah là, décollez-moi les amygdales, quoi. Allez-y, jusqu'au bout, parce que je veux vraiment accoucher en maison de naissance. Donc, elle a rigolé. Elle m'a fait un très beau décollement. Et en fait, là, les contractions se sont vraiment lancées. Donc, c'était le samedi 11 à 11 h. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des contractions toutes les 10 minutes, de manière très rythmée. À partir de là, ça s'est jamais arrêté. Donc, j'étais contente, mais j'étais stressée parce que j'avais déjà eu un épisode de faux travail le jour de mon anniversaire, le 5 janvier, où j'avais contracté pendant 7 heures toutes les 4 minutes. Et ça s'était Ah arrêté. ouais, quand même. Et- Ah ouais, incroyable. Oui, c'est assez fou, ça arrive souvent, hein, le faux travail, mais enfin, le faux travail. On en sent vraiment les contractions, mais c'est pas encore le travail actif. Mais du coup, j'étais un peu stressée en me disant, bon, ben, ça se trouve, ça va encore s'arrêter et je vais pas accoucher en maison de naissance. Donc je laisse faire, le samedi se passe, contraction toutes les 10 minutes, relativement gérable, donc je j'ai pas fait grand-chose en fait, j'ai continué ma journée. Je suis allée me coucher. La sage-femme pensait que j'allais accoucher dans la journée, donc elle était restée à la maison de naissance, mais je l'ai pas appelée du coup. Et le lendemain, le dimanche 12 du coup, à 10 h, on se réveille avec mon mari. Et là, je sens une contraction différente. C'est un peu bizarre à expliquer, mais quand on le sent, on sent que ça y est, c'est le travail qui se lance. C'est une intensité qui est un peu plus importante, mais qui est pas non plus douloureuse. Mais je l'ai senti tout de suite que ça y est, ça a démarré. Mais j'ai trop rien dit, pareil, avec la peur que ça s'arrête. Et là, donc, contraction toutes les 5 minutes, toute la journée du dimanche. Moi, j'étais partie du principe que j'allais pas aller à la maternité quand ça ferait 2 heures que je contractais toutes les 5 minutes de manière régulière. J'étais plus sur le fait d'être sur mes sensations. Donc, en gros, quand je sentirais que ce serait le bon moment pour moi, on irait à la maison de naissance. Donc, le dimanche se passe, on se repose, on va marcher. Je voulais pas compter mes contractions, mais on est allé marcher avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Et mon beau-frère, en fait, il avait le chrono dans sa poche. Et il chronométrait tout, et il était à fond. Et du coup, au bout de 3-4 heures, il me dit bon, ben là, c'est toutes les 5 minutes. Hein. Et du coup, il commence à me dire vous voulez pas aller à la maternité? Je dis non, non, on reste à la maison, ça va, tout va bien. J'avais pas perdu de liquide, donc pas de potentielle rupture de la poche des os ou autre. Tout allait bien, quoi. Donc la soirée se passe. La sage-femme d'astreinte de la maison de naissance m'appelle pour un peu prendre la température parce que la sage-femme de la veille lui avait dit bon, ben je pense que ça va être pour aujourd'hui vu que c'était pas pour hier. Et donc je lui dis ben oui, effectivement, mon travail s'est lancé. Je suis à toutes les 5 minutes, mais par contre, enfin, pas du tout mobilisante. Donc en fait, ça, une notion qui est importante. La notion de contraction mobilisante, c'est est-ce que ta contraction, elle va te couper la parole? Est-ce que tu vas devoir t'arrêter de parler et te concentrer sur toi, arrêter de bouger, te concentrer sur ta respiration? Ou est-ce que tu vas être capable de dire ah bah là, tu vois, j'ai une contraction. Si elle te mobilise, que tu peux plus parler, plus bouger, potentiellement qu'on est plus sur une contraction vraiment qui commence à aller vers un travail actif. Et moi, elles n'étaient pas encore mobilisantes. Donc je lui dis tout va bien, il était 18 h, tout va bien, on se tient au courant. Et vers 22 h 30, on décide de faire un point. Donc la sage-femme vient à la maison. Elle me fait un toucher vaginal et me dit que je suis toujours à 2. Donc c'est quand même dingue parce que j'avais des contractions assez rapprochées. Elle me dit, mais par contre, ça va se lancer. Enfin, ça va se lancer là dans les moments qui viennent. Mais ça s'est pas encore modifié. Ton col n'est pas encore centré. Voilà, mais assez rassurante. Par contre, je me dis, ok, bon, là, je commence à les sentir toujours à 2. C'est quand même intense. Donc, très bien. Et en fait, je sais pas, psychologiquement, elle s'en va. Et là, ça se lance, vraiment. Et je commence à être beaucoup plus dans l'intensité de la contraction. Je commence à être mobilisée. Je peux plus parler pendant la contraction. J'ai envie de prendre des postures, de bouger. Un peu intenable. Je sais pas comment me positionner. J'arrive pas à trouver de position confortable. Donc, elle insiste par téléphone et elle me dit va prendre un bain. Donc, j'avais pas trop envie, mais je l'écoute. Je vais prendre un bain. Mon mari va se reposer, parce que c'est important aussi de faire reposer les partenaires, parce qu'après, on a besoin d'eux. Donc, du coup, je prends un bain et je reste de 23 h à 2 h du matin dans le bain.
Et pareil, en fait, je trouvais pas de position confortable. J'avais trop envie de me mettre à quatre pattes. Mais comme les kinés, on a une compétence partagée en préparation à la naissance avec les sages-femmes. Nous, on va être plutôt sur la posture, la respiration. Et j'ai fait des formations où on voyait que, par exemple, si le bébé n'était pas, on va dire, idéalement positionné, on pouvait choisir des positions différentes pour l'inviter à aller. Donc, pour le coup, dos contre le ventre et côté gauche. Et moi, je sentais qu'il n'était pas dos contre mon ventre et côté gauche. Donc, je me dis, bon, ben, je vais me mettre à quatre pattes sur le côté. Et je m'étais plutôt focalisée sur le côté que le quatre pattes. Et donc, à chaque fois que je me mettais à quatre pattes, je revenais sur le côté gauche en me disant, non, non, mais il faut qu'il tourne son dos, il faut qu'il tourne son dos. Donc, en fait, j'étais pas du tout dans un lâcher-prise. Avec le recul, je m'en rends compte. Et je pense que ça a participé au fait que j'ai mis très longtemps à me dilater. Donc voilà, et au bout de vers 2 heures, 2 heures et demie, là, je commençais à vraiment, vraiment avoir une forte intensité. J'en avais marre du bain et je ressentais que j'allais plus être à l'aise à la maison. Donc je décide de demander à mon mari d'appeler la sage-femme qui nous dit, ben oui, oui, c'est bon, venez. Donc on fait le trajet en voiture, un peu l'excitation de se dire, bon ben là, on part, mais quand on revient, on sera trois, quoi. Donc c'est trop cool. J'arrive à la maternité, contraction un peu plus intense, et normalement, elle vous propose toujours un toucher vaginal pour un peu checker où on en est. Donc moi, initialement, dans mon projet de naissance, j'avais dit que je voulais pas te toucher parce que j'étais pas à l'aise avec ça. Et en fait aussi, je voulais tellement savoir. Enfin, en fait, je voulais savoir sans savoir, c'était bizarre. Donc j'ai dit à la sage-femme, oui, ok pour le toucher. Par contre, ne me dites pas à combien j'en suis. Parce que si je suis pas beaucoup dilatée, psychologiquement, ça va me mettre un coup. Donc j'avais essayé de préserver ce côté mental. Donc elle me fait un toucher, elle me dit pas. Et en réalité, j'étais à 3. Donc de 22h30 à 3h du matin, j'avais fait 1 centimètre. Ah oui, Donc d'accord. long. Et oui, bon après, je m'étais préparée à ce que ce soit long. Hein. Je sais pas, je m'étais dit que ça serait long. Donc ok, très bien, on continue. Elle me propose d'aller dans le bain. Là, j'avais des contractions toutes les 3 minutes. Donc quand même très rapprochées. Je vais dans le bain, ça se passe, je ressors du bain, je fais quelques postures. Elle m'oriente, mais elle me laisse aussi un peu me gérer. Ça se passe et en fait, elle commence à me dire, bon, ben, à 6h30, à la relève, donc il va y avoir une autre sage-femme. Et pour le coup, c'était une sage-femme que j'avais déjà vue et que j'adorais, donc j'étais très contente. Du coup, ça se passe. Vers 6h30, la sage-femme arrive, elles font une relève. Et 7h, elle me propose de... Donc j'étais à nouveau dans le bain, elle me propose de sortir et de rechecker un petit peu où j'en suis. Donc là, c'est ce moment-là où je commence à être un peu dans le dur, dans le sens, on commence à se dire, ok, oui, vraiment, ça fait mal, en fait. Ça fait mal, mais par contre, ça fait mal pendant la contraction. Et en fait, après, j'avais une pause. Et pendant la pause, je me disais, non, c'est bon, tout va bien, je vais le faire, il n'y a pas de souci. C'est ça qui est vraiment dingue avec l'accouchement, c'est que pendant la contraction, on a vraiment une sensation de douleur qui est hyper intense. Mais dès que ça s'arrête, c'est comme s'il n'y avait rien. C'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Donc la pause, elle est vraiment salvatrice. Et c'est d'ailleurs sur ça, en prépa naissance, on dit ben, profitez de la pause en fait. Focalisez-vous sur les pauses. Donc c'est ce que je faisais. À 7h, elle m'ausculte et elle me dit ben, t'es à 4. Je me dis ah, encore 15 centimètres. Donc là, je commence à lui dire, donc elle s'appelle Laurie, et je commence à lui dire, mais Laurie, comment je vais faire? Elle me dit, non, mais t'inquiète, ça va le faire. Et en fait, pendant le toucher, elle ne me le dit pas tout de suite, mais elle sent par les sutures crâniennes de mon bébé qu'il n'est pas tourné dans le bon sens. Donc elle me le fait comprendre sans me le dire clairement. Et elle me dit, ok, on va trouver d'autres postures. Donc elle me fait mettre à quatre pattes, la position que je voulais faire depuis le début, mais que je voulais pas faire parce que je lâchais pas prise. Et elle me met en fait ses mains sur mes fesses. Et elle me dit, voilà, quand la contraction arrive, tu te mets à quatre pattes, tu te cambres et tu pousses tes fesses sur mes mains. Et il y avait mon mari qui me tenait les mains et qui me faisait des papouilles dans le dos. Donc on fait ça. Et à 9h, je passe à 5, donc déjà 2 centimètres. Et à 11h, je passe à 7. Donc super, le travail avance bien, à peu près 1 centimètre par heure, ce qui est classiquement décrit dans la théorie. Donc nickel, et en fait d'être active et d'être vraiment accompagnée, la douleur, ça allait, c'était vraiment gérable. Après ce petit coup dur où tu sens que la douleur commence à être intense, en fait tu t'habitues, ton corps crée de la morphine naturelle et ça devient plus gérable. Et à partir de 7, stagnation. Donc j'avais déjà eu une stagnation à 4, ça avait été hyper long.
avec des contractions très intenses et très rapprochées. Puis ça s'était éloigné et là, stagnation à nouveau à 7. Et là, ça devient dur parce que à 7, ça commence à être vachement douloureux. J'ai des heures et des heures de contractions dans les pattes et j'ai pas dormi. Donc là, je commence à me dire, ça commence à être dur pour moi. Enfin, je le vocalise, quoi. Je dis à mon mari, à la sage-femme, ça commence à être dur, je suis pas sûre d'y arriver. Je commence à pleurer parce que je suis fatiguée, parce que je me dis que c'est quand même vachement long alors que c'est censé normalement être un peu plus rapide vers la fin. Et pour moi, non. Donc, bon, on me remotive. Il m'enveloppe vraiment de bienveillance. Donc, je me remotive. Je me dis que ça va le faire. Donc 10 heures, je suis à 7. 11 heures, je suis à 7. Midi, je suis à 7. Stagnation, stagnation. Et en fait, j'avais plus de pause entre les contractions. Donc en fait, j'avais des contractions qui duraient plus d'une minute et j'avais moins de 40 secondes de pause entre mes contractions. Donc en gros, j'avais jamais ce moment où je pouvais relâcher et me dire non, c'est bon, je vais le faire. Et en fait, j'étais direct dans ça repartait. Donc on en parle avec la sage-femme, je lui dis je comprends pas, pourquoi c'est si long, pourquoi j'ai tout le temps mal. Bon, je le dis pas aussi sagement, hein. Je commence à hurler là. Et elle me dit en fait ton bébé il regarde vers le haut. Et du coup il pèse pas sur le col parce qu'il s'engage pas tant qu'il est pas tourné de la bonne manière. Et du coup ça dilate lentement. Il faut qu'on l'aide à se tourner, donc on essaye d'autres postures. Je me mets à quatre pattes, je lève une jambe asymétrique, je me pends à l'espalier, dans le bain, pas dans le bain. On essaye un peu tout. Il se tourne pas, il se tourne pas, il se tourne pas. Et donc, au bout d'un moment, vers midi à 7, elle me dit moi, je commence à lui dire que j'en peux plus. On essaye le protoxyde d'azote, donc le gaz un peu hilarant, qui aide, mais qui. Ouais, c'est pas dingue non plus, quoi, hein. Elle me dit écoute, si tu veux, on tente le tout pour le tout, on perce la poche des os. Et elle me dit, là, il y a deux options. C'est où ça débloque la situation, il finit de se tourner, il s'engage et on y est. Ou il se tourne pas, il s'engage pas. Et là, ça va être vraiment très, très douloureux. Et du coup, je lui dis, en fait, c'est déjà super douloureux pour moi. Je vois bien que ça n'avance pas, que je suis toujours à 7. Donc, ok, je prends le pari. Donc, elle me perce la poche des os. Elle galère à le faire. Apparemment, elle était bien, bien forte. Elle finit par me percer la poche. Et donc là, on attend. Elle me propose de sortir du bain. Elle me fait aller sur les toilettes. Et là, je commence à lui dire, je sens que ça pousse, ça pousse. Donc, désolée pour la grossièreté, mais je disais, ça pousse dans le cul. Parce qu'il n'y a plus de filtre, en fait. Et elle me disait, non, mais c'est bien, c'est super que ça pousse, c'est très bien, accueil. Et en fait, je sais pas, je lui ai dit, mais je veux pas accoucher sur les toilettes. Tu as des idées qui te traversent. Donc, j'entends au loin mon mari et la sage-femme rigoler et qui me disent, non, mais t'inquiète, tu vas pas accoucher sur les toilettes. Laisse le travail venir, laisse pousser. Donc, je laisse faire. Et au bout d'un moment, c'est trop intense. Donc, je lui dis là vraiment, ça s'arrêtait toujours pas. En fait, je faisais que crier. Et la sage-femme, au début, elle me disait, mais tu sens quand tu as une pause? Et je lui dis, ben non, je sens plus de pause. Et en fait, du coup, elle palpait mon ventre et avec le monito, elle voyait qu'en fait, ça s'arrêtait pas, quoi. Donc, je repars dans le bain. Et là, j'essaye de continuer le travail. Je lui dis, refais-moi un toucher, j'en peux plus, je veux savoir. Donc, elle me fait un toucher, elle me dit, t'es à 9, complètement dilaté d'un côté, il reste un bourrelet de colle de l'autre côté. Et en fait, moi, j'entends juste que je suis toujours pas à 10. Donc, je dis, oh là là, mais j'en peux plus, c'est trop long, j'y arrive pas. Et je lui dis, est-ce qu'il est tourné? Elle me dit non, toujours pas. Donc là, je commence à vraiment demander la péri fort fort, mais ma sage-femme me dit que je gère, que ça va le faire. Donc en gros, elle savait que j'avais vraiment un projet de naissance, vraiment je voulais accoucher physio. Donc elle se dit, elle voyait que mon travail était plus normal, que j'avais plus de pause, que c'était hyper intense, mais que je gérais, donc elle laissait faire. Et je sais pas combien de temps après, quelques minutes après, il y a eu une contraction qui était beaucoup plus intense que les autres et que j'ai ressenti pas de la même manière. En fait, quand cette contraction est arrivée, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui est plus normal.
je saurais pas l'expliquer mieux que ça, mais je me suis sentie en danger, mais pas en danger un peu comme la phase de désespérance où j'ai l'impression que je vais mourir, que je vais jamais y arriver. Je me suis dit: «Non, là, Julie, il y a quelque chose qui va plus». Donc on avait fait un mot de passe avec mon mari avant l'accouchement. Je lui avais dit: «Si je te demande la péri, si je te dis que je suis pas sûre de tenir, tu vas pas dans mon sens, tu me motives. Par contre, si je te dis le mot coriandre, tu sais que j'ai atteint mes limites». Alors je déteste la coriandre, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot de passe. Et je lui avais dit, enfin, je sais que je connais mes limites. J'ai vécu dans ma vie différentes douleurs psychiques et physiques qui me font croire en mes limites et savoir quand je les dépasse. Et je lui avais dit, si je dis ce mot, c'est que je sais que je suis trop loin pour moi. Donc je lui dis ça et en fait, lui, depuis que j'étais à 4 centimètres de dilatation, il voulait que j'ai la péri. Donc, Ah quand j'ai dit oui. coriandre, il a saisi l'opportunité et il a dit à la sage-femme, on arrête tout, c'est notre mot de passe, elle va trop loin, là ça va plus, transférez-la. Donc la sage-femme dit non, mais ça, enfin, elle essaye encore de dire, mais vous êtes sûre, on est presque à 10, là c'est la fin. Et mon mari disait non, non, mais elle a dit le mot de passe, là c'est fini, elle a dit le mot de passe. Et donc la sage-femme dit bon, ok, bougez pas. Elle repart et elle revient avec une autre sage-femme qui m'a accompagnée pendant ma prépa. Et l'autre sage-femme, pareil, me dit mais Julie, t'es presque à 10, tu peux pas craquer maintenant, c'est la phase de désespérance, c'est normal, vraiment, tout va bien, ça va le faire. Donc avec mon mari, on se regarde et on lui dit ben, est-ce que dans 1 heure j'aurai accouché? Et la sage-femme, elle me regarde, elle me dit: «Ben non, il est toujours pas tourné, ça va durer beaucoup plus qu'1 heure». Et du coup, on dit: «Bah non, non, enfin là, c'est trop tard en fait, j'en peux plus vraiment». Donc j'ai dit à la sage-femme qui me disait: «Mais tu à 10, ça va le faire», pas, aussi calmement, je lui ai dit: «Non, non, mais là, je connais mes limites, je suis sûre, il faut que j'ai la péri, c'est plus possible en fait». J'étais hyper, déterminée en fait. Et puis ça faisait un moment que j'y pensais et que je pesais le pour et le contre et là, cette contraction m'avait fait dire, c'est plus possible. Donc, on m'enfile un poncho parce que j'étais toute nue dans le bain et je marche jusqu'à parce que dans une maison de naissance et dans un hôpital, donc je marche tout le long du couloir pour accéder jusqu'à la salle de naissance où l'anesthésiste était prête à venir me poser la péridurale. Donc je me rappelle pas exactement tout ça. Enfin, j'étais plus dans mon état normal. Je hurlais dans les couloirs. J'étais un animal, quoi. Donc j'arrive dans, mais enfin, je parle de douleur et tout ça, mais ça va. Enfin, mon accouchement, je l'ai adoré. Mais c'est juste que oui, c'est intense, mais c'est une réalité. Il y a quelques femmes qui le vivent de manière moins intense, mais pour beaucoup d'entre nous, ben oui, ça fait mal. C'est comme ça. Mais par contre, ça se gère. Et donc je marche, je vais jusqu'au bloc, et en fait, arrivé au bloc, je commence à avoir envie de pousser. Donc en fait, et quand on a envie de pousser, c'est irrépressible, mais vraiment, les patientes que j'accompagne en prépa naissance, comme quand je leur parle de l'envie de pousser, je leur disais c'est irrépressible, c'est une envie que vous pouvez pas retenir, vous verrez, voilà. C'est encore pire qu'irrépressible. Vraiment, c'est pire que pas retenir. En fait, ça poussait à l'intérieur, donc les sensations ont changé, ça tirait plus devant comme des contractions au début. Je sentais que ça poussait à l'intérieur dans mon vagin, quoi, dans le haut de mon vagin. Et du coup, je disais, mais ça pousse, ça pousse. Et la sage-femme voyait que ça poussait. Et donc, j'ai revu cette sage-femme qui s'est dit, oh non, en fait, on va lui poser la péri et elle va accoucher dans les 10 minutes qui suivent. Mais c'était trop tard. On était en train de me badigeonner le dos avec de la bétadine. Moi, j'étais... Avec le recul, je me suis trouvée odieuse, mais mon mari m'a dit que j'étais pas odieuse et que j'étais juste en souffrance. Mais je disais, mais posez-moi la péri, mais pourquoi vous êtes aussi long? Et l'anesthésiste, elle disait, on y va, on est en train, on est en train. En plus, l'infirmière, c'était une stagiaire, je pense que je la stressais un peu. Elle galérait, elle loupait son cathéter à chaque fois, donc ça saignait, elle essayait l'autre bras. Et moi, je disais, mais il faut y aller plus vite, vous êtes trop long, vous êtes trop long. Et en fait, moi, je me suis trouvée odieuse d'avoir dit ça, mais mon mari m'a dit, mais non, mais pas du tout, en fait, on essayait juste de te soulager et on voyait que t'avais mal et que tu poussais. Et en fait, je poussais, mon ventre se plaquait vers mon dos. Et bah, vu que j'avais la poche des os qui était percée, bah, ça faisait couler du liquide partout. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle sensation? Pourquoi j'arrive pas à m'arrêter de pousser, mais ça fait mal quand je pousse? Qu'est-ce que je fais? Enfin, j'étais un peu perdue. Et au final, on finit par arriver à me poser la péridurale. Ça fait pas mal. J'ai rien senti, j'avais envie de pousser. Donc, pour celles qui ont peur que ça fasse mal, si vous êtes assez avancé dans le travail, je pense que ça fait pas mal du tout.
Et donc là, je m'allonge. Très vite, ça commence à faire effet. Ouh, je me relâche, je me repose, je commence à m'endormir. Et en fait, ben, heureusement que j'ai eu la péri parce que même si j'avais envie de pousser, mon bébé n'était pas encore engagé, tout à fait. Donc du coup, j'ai pas du tout accouché tout de suite. Donc pas de regret sur ça. Donc je suis restée allongée, j'ai dormi 2 heures et en fait, ça a permis de libérer le bourrelet qui manquait et de faire en sorte que mon bébé finisse de se tourner, alléluia, et s'engage complètement dans le bassin. Donc il y a deux choses qui sont cool à savoir sur le sujet, c'est que un accouchement où le bébé regarde vers le ciel, c'est souvent un accouchement qui est un peu plus difficile. Donc déjà en termes de dilatation et de contraction, dans les faits, c'est ce qui est expliqué. Donc bon, ben, je l'ai vécu, mais bah, ça s'est fait comme ça. Mais par contre, c'est aussi plus difficile à expulser quand le bébé regarde vers le ciel. Parce qu'en fait, il peut pas bien fléchir sa tête en rentrant le menton. Et du coup, ben, comme la flexion est moins bonne, il présente un plus gros diamètre au niveau de sa tête. La poussée est plus compliquée. Souvent, c'est des poussées qui ont besoin d'être instrumentalisées. Tout ce que je vous dis, c'est des recommandations via l'HAS et le CNOF. Donc, j'invente pas ça comme ça. Et parfois, ben, des bébés qui restent vers le ciel, ben, c'est des bébés où ça peut finir en césarienne, ou essayer de le tourner manuellement, essayer de l'instrumentaliser pour le faire sortir. Donc, après coup, en fait, je suis hyper heureuse que mon bébé ait réussi en fait, à se tourner seul. Je pense qu'il a fait son petit taf aussi de son côté, hein, c'est un travail d'équipe. Et deuxième chose, c'est que je regrette pas d'avoir pris la péri à ce moment-là, parce que ce que j'ai su après, en fait, c'est que lors du dernier toucher vaginal, mon col était bien entre 9 et 10, mais par contre, il était redevenu épais et tonique. Donc ça, pareil, normalement, un col, c'est souple et court, c'est vraiment souple. Et en fait, quand on rentre en souffrance, au bout d'un moment, ben, l'utérus peut finir par redevenir épais, redevenir très tonique, notamment au niveau du col. Et ça, c'est vraiment un signe de souffrance corporelle, quoi. C'est au-delà de juste la capacité à tenir la douleur. Et en fait, ben, mon col était redevenu comme ça. Donc, je pense que la contraction que j'ai eue, où je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que instinctivement, je l'ai senti, je ne sais pas. Mais je regrette pas parce qu'en fait, comme ça allait encore durer quelques heures, ben là, ça aurait pu poser problème pour mon bébé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout le long de l'accouchement, j'avais des monitos réguliers et toujours je demandais est-ce qu'il va bien, est-ce que tout va bien, est-ce que son cœur va bien. Et au moindre problème, j'aurais dit enfin en fait transférez-moi parce que c'était lui le plus important, quoi, c'était sa santé. Donc je regrette pas du tout. Donc à vers 13 heures, on me pose la péri, je dors. Et j'arrive à 10 cm de dilatation. Les sages-femmes le laissent descendre, hyper important de ne pas avoir une poussée dirigée, de ne pas avoir une poussée pardon, anticipée. Donc en fait, la poussée anticipée, c'est le fait que dès qu'on est à 10 cm de dilatation, on commence à essayer de pousser pour faire descendre le bébé. C'est pas forcément plus rapide et surtout c'est très mauvais pour le périnée. Donc j'étais très contente que les sages-femmes d'elles-mêmes me laissent attendre en fait que le bébé se présente un petit peu à la vulve. Et ce qui était génial, c'est que j'ai eu une péri très peu dosée et que j'ai pas appuyé sur le bolus pour l'augmenter. Donc en fait, au bout de 2 heures et demie, je ressentais à nouveau mes contractions. Alors pas avec la douleur que j'avais précédemment, mais par contre, j'étais capable de dire, là j'ai une contraction, là elle s'arrête, et je sentais que ça poussait dans mon vagin. Et à ce moment-là, les sages-femmes arrivent, me disent, bon, ben, on va se mettre en place pour la pousser. Donc là, moi, la kiné qui redébarque dans mon cerveau. Alors oui, je voudrais pas être sur le dos, puis je voudrais faire la poussée avec expiration freinée, et puis je voudrais faire attention à mon sacrum. La sage-femme, elle rigolait. C'est oui, vous inquiétez pas. Donc, je lui dis, ben, je voudrais commencer à mettre sur le côté. Donc, je me mets sur le côté. La sage-femme, il y avait une sage-femme stagiaire avec nous qui me dit est-ce que vous voulez que je vous indique quand pousser ou est-ce que vous voulez le faire toute seule. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Et je lui ai dit bah, je sens mes contractions donc j'ai bien envie de le faire toute seule. Donc je sens ma contraction, je pousse quelquefois allongée sur le côté et je sentais que j'étais pas efficace. Donc je leur dis est-ce que je peux me mettre à quatre pattes. Et elles me regardent un peu étonnées, elles me disent ben oui, si vous voulez, on va vous aider pour vous soutenir. Et en fait, elles n'ont pas fini de dire oui. Je me suis retournée, je me suis mise à quatre pattes. Elles me regardaient en mode mais vous sentez vos jambes? Je dis ah, mais oui, je peux marcher, je sens tout là. Elle dit ah bon, bah super, très bien. Ok, ben on y va. Donc je me mets à quatre pattes, je pousse, je pousse. Donc j'essaye de faire l'inspiration, expiration freinée, de bien plaquer le ventre.
Au bout d'un moment, je finis par me mettre en squat et je sens que c'est beaucoup plus efficace. Derrière, j'ai les sages-femmes et mon mari qui me disent allez, allez, encore, 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 on commence à voir la tête, on voyait les cheveux qui dépassaient. Donc c'était trop cool. Je pousse un bon moment à quatre pattes et en squat. Et au bout d'un moment, j'étais éreintée, j'avais plus de jambes, j'avais les muscles qui tremblaient et je m'endormais entre les contractions. Ah ouais. J'étais épuisée en fait, parce que l'air de rien, mon travail il avait commencé le samedi. Là, on était le lundi, 15h. J'avais pas dormi du dimanche au lundi, donc bon, j'étais un peu fatiguée. Tu m'étonnes. Et du coup, au bout d'un moment, je sens que j'arrive plus, donc je dis ben, je veux bien terminer sur le dos. Donc je me mets sur le dos, les pieds dans les étriers, et à chaque fois que je poussais, en fait, je soulevais mes fesses pour essayer de libérer mon sacrum. Parce qu'en fait, le bébé a besoin de pousser sur le sacrum pour venir en fait avoir la place de finir, en fait, de passer le dernier détroit du bassin et sortir. Donc pareil, j'étais en mode ok, il faut que je fasse comme ça pour qu'il y ait de la place. La sage-femme, elle rigolait en voyant faire ça. Et du coup, ben, je pousse, et puis finalement, la tête du bébé finit par vraiment sortir. Donc là, elle me dit reposer les fesses parce que ben, du coup, ça permet de détendre le périnée. Je continue de pousser comme ça, le temps que ben, la plus grosse partie de la tête de mon bébé sorte. Et là, je freine vraiment la sortie pour accompagner. Donc l'avantage, c'est que comme j'avais toutes mes sensations, ben, j'arrivais bien à pousser et freiner. Donc quand je dis toutes mes sensations, évidemment que c'est pas toutes mes sensations comme si j'avais pas eu de péri. Mais par contre, je sentais le passage de mon bébé dans mon vagin, je sentais qu'il sortait de mon périnée, mais j'avais pas de douleur énorme à ce sujet, parce que forcément la péri marchait encore un petit peu. Donc voilà, la tête sort. On avait demandé à l'avance à la sage-femme si mon mari pouvait sortir le bébé une fois que la tête serait sortie et que les épaules seraient passées. Donc la sage-femme avait dit oui. Donc du coup, il y avait mon mari de l'autre côté. La tête sort et là, je sens juste un petit peu de... comment dire? Que tout s'active un petit peu et que la sage-femme passe un doigt dans mon vagin pour venir sortir l'épaule. Et ensuite, elle dit à mon mari, c'est bon, allez-y. Donc, ben, il l'attrape par sous les épaules. C'est ma dernière contraction. Il sort mon bébé et on le met direct contre moi. Et on voulait un clampage tardif du cordon. Donc, et là, la sage-femme arrive avec le ciseau. Et du coup, mon mari dit, ah non, non, on voulait le clampage tardif. Et la sage-femme dit, non, non, il faut l'aspirer de suite. Il a du méconium, en fait, sur le visage et dans la bouche. Donc, elle coupe le cordon, elle le met juste à côté, et en fait, il a tout expulsé tout seul. Il a toussé ou éternué, je sais pas, et ça a tout sorti. Donc, elle m'a dit, ah non, c'est bon, elle l'a nettoyé, elle l'a mis contre moi. Donc, juste pour la petite histoire, ça fait une aparté, mais en fait, quand on m'a posé la péri, j'ai fait une hypotension. Je suis descendue à 7 de tension, et du coup, ça a fait baisser le cœur de mon bébé. Et on pense que c'est là où, en fait, ça a fait un petit stress pour lui, et du coup, il a fait caca dans mon ventre, et il y a eu du méconium. On pense que c'est ce qu'elle nous a dit, que c'était probablement dû à ça. Et en fait, il ne faut pas qu'ils inhalent le méconium parce que ça peut être dangereux pour eux. Donc c'est pour ça qu'elle a un petit peu speedé. Mais elle a eu raison, donc il n'y a aucun souci à ce sujet. Et du coup, ben, c'est pas grave si le clampage n'a pas été fait tardivement parce que l'intérêt, c'était quand même juste qu'il inhale pas, quoi. Donc on me met mon bébé sur moi et au moment où en fait mon mari le sort, la sage-femme dit oula, mais c'est un beau bébé ça. Et il faut savoir que moi, ma gynéco m'avait dit oh, à terme il fera 3,2 kg ce bébé. Et du coup, elle le sort et genre on se regarde en mode il fait pas du tout 3,2 kg. Il est hyper grand et hyper un peu dodu quand même. Donc pour l'instant, il reste contre moi. Moi j'étais waouh, je sais plus où je suis. J'ai l'impression d'avoir vécu 3 semaines d'accouchement tellement c'était des vagues de haut et de bas. On se regarde avec mon fils, un regard, on plonge l'un dans l'autre dans nos yeux et c'est un moment où on se reconnaît quoi. C'est dingue. Ce premier regard, il est ouf. Alors, rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. C'est oufissime. Donc, je dis bienvenue, je lui donne son prénom, je dis que je suis heureuse de le voir. Je lui parlais tout le long du travail, je lui disais que j'étais fière de lui, qu'on allait faire ça ensemble. Enfin, j'ai vraiment... Pour moi, c'est un travail d'équipe, l'accouchement. Donc, c'était important pour moi du début à la fin de l'inclure là-dedans, hein, parce que forcément, il l'est. Et puis, on me le laisse en peau à peau 2 heures. On s'occupe de m'accompagner pour la délivrance du placenta qui s'est faite en 5 minutes. On regarde un peu l'état de mon périnée. J'ai eu quelques points
pour des éraillures et un petit point en bas au niveau de la fourchette, mais vraiment rien de fou. Et puis j'essaye de le mettre au sein, donc au début, un peu galère, normal, la première mise au sein, mais finalement il prend au bout de quelques minutes, donc trop bien. Première sensation où ton bébé tète, je me dis, ah c'est ça, trop bien, énorme, c'est dingue, il tète fort et tout, donc trop bien. Et puis au bout de 2 heures, la surveillance se termine, on voit que je perds plus de sang, que tout va bien, pas d'hémorragie ni rien, donc il me demande de me lever. Moi, j'allais me mettre debout parce qu'en fait, je sentais tout quoi. Elle me dit non, mais on va rester quand même sur la chaise encore un peu. Hein. Parce que c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas mangé. En maison de naissance, on peut manger, on peut boire. Donc j'avais bu des boissons sucrées, j'avais mangé. Mais des petits trucs, genre des noisettes, du banana bread que j'avais fait. Mais rien de non plus hyper, comment dire, lourd, enfin, de très Ouais. nutritif. Donc bon, j'étais un peu pâle et j'avais quand même un peu besoin de manger. Et donc vient la pesée, 3,850 kg, le petit loup. Ah oui, quand Ouais. même. Effectivement, un très beau Un bébé très alors. beau bébé, bon, à 41 plus 4, donc après terme, mais pas du tout le poids prévu, quoi. Et très grand, 52 centimètres, si je dis pas de bêtises. 52,8 centimètres, donc très très grand. Donc c'était très drôle avec mon mari, on n'arrêtait pas de se dire, mais c'était pas du tout ce qui était prévu. Donc on sait qu'il y a une marge d'erreur hein, avec le poids, mais c'était assez drôle. Et je me dis, oui, bon, c'est pour ça aussi que j'ai dû pousser un peu. Je l'ai senti passer, quoi. Et voilà. Et du coup, après, retour en chambre, on commence à se connaître, trop bien. Vraiment super. Première nuit où tu t'escotches pas de ton bébé, tu le regardes. Puis tu le regardes respirer aussi, c'est bon, tout va bien. Les premiers stress. Et le lendemain, la sage-femme, l'une des sages-femmes est venue me voir. En fait, elles sont quasiment toutes venues d'affilée pour revoir un peu mon accouchement, voir si j'étais OK avec le fait d'avoir pris la péri finalement, tout ça. Donc, du coup, en fait, je leur disais, ouais, c'est totalement OK pour moi. Enfin, vraiment, il n'y a aucun problème. Je savais que j'avais dépassé mes limites. Donc, il n'y a pas de souci. L'une des sages-femmes, celle qui m'avait fait le super décollement, m'a dit, mais tu sais, c'était pas un travail normal. Enfin, de plus avoir de pause, d'avoir autant de stagnation, c'est. Enfin, généralement, on laisse pas aller les femmes aussi loin dans la dilatation parce qu'on sait que généralement, c'est qu'il est mal positionné ou c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et en fait, on finit par mettre la péri. Et je lui dis, ça me rassure de voir qu'effectivement, il y avait des choses quand même qui n'étaient pas dans l'ordre des choses. Mais par contre, je regrette pas d'être allée jusqu'à 9, même si c'est pour avoir la péri après, parce qu'en fait, j'ai eu la sensation d'être actrice de mon accouchement du début à la fin. Et ça, c'était le plus important pour moi au final. Donc c'était cool en fait d'avoir pu avoir ce feedback derrière, d'en reparler. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Le fait de faire caca pendant l'accouchement. C'est un sujet un peu tabou, touchy, mais si on laisse le travail assez avancé tout seul, on va ressentir l'envie d'aller à la selle, en fait, naturellement. Donc moi, c'était quand j'étais chez moi. En fait, je suis sortie 15 fois du bain pour aller aux toilettes. Et je me vidais, très clairement, il n'y avait pas d'autre mot. Et du coup, pendant mon accouchement, j'ai demandé à mon mari qui regardait, puisque c'était lui qui allait sortir notre bébé. Il m'a dit non, mais t'as pas du tout fait caca en fait pendant l'accouchement. Et en fait, parce que le corps est bien fait, la vidange s'est faite d'elle-même avant. Donc, je tiens à rassurer les mamans qui auraient peur en fait. Si jamais vous avez ressenti l'envie d'aller à la selle avant d'avoir la péri, parce que du coup après on la ressent plus, et que vous y êtes allé, il n'y aura pas de souci. Et puis même si vous faites caca, c'est pas grave parce que déjà, en fait, c'est pas ce qu'on regarde. Et en plus, il y a un sac en dessous où il y a tout qui tombe, donc on voit rien. Vraiment, ne nous stressons pas pour ça. C'est la nature, tout va bien. Je crois que c'était important à dire. Carrément. Ouais. Et du coup, voilà. Et donc, pour être honnête avec vous, quelques semaines après l'accouchement, on oublie la douleur et on oublie que on n'en pouvait plus, on oublie que oui, on a eu une stagnation, que oui, on n'avait plus de pause, que c'était plus gérable pour nous, peu importe la raison. Et du coup, je recommençais à me dire, ah, fait chier, j'ai eu la péri, c'est pas ce que je voulais, j'ai pas tenu, j'ai pas bien fait les choses. Et si je m'étais mise à quatre pattes plus tôt, ça a beaucoup tourné dans ma tête. J'en ai pleuré, très honnêtement. Et du coup, j'ai décidé de revoir la sage-femme qui m'a accompagnée à la maison de naissance pour refaire en fait le déroulé de l'accouchement. Donc c'est comme ça que je peux dire à telle heure j'étais à tel centimètre parce que honnêtement je m'en rappelais pas de moi-même.
Et en fait, on a tout revu ensemble et elle m'a rassurée elle m'a expliqué ce que ça voulait dire quand le bébé regardait vers le haut. J'avais besoin d'être rassurée en fait en tant que jeune maman, pas en tant que kiné qui avait quand même beaucoup d'infos sur le sujet, mais juste en tant que jeune maman qui venait de vivre son premier accouchement. Et ça m'a aidée en fait à accepter que ben, c'était ok d'avoir pris la péri à ce moment-là et à me rappeler que oui, j'avais eu de bonnes raisons de le faire. J'ai aussi vu une psy pour en parler, avec laquelle j'ai beaucoup avancé. En fait, on a aussi parlé d'ego parce que parfois c'est aussi un peu une question d'ego. Là, clairement, c'était le cas parce que en fait, j'étais actrice de mon accouchement de A à Z. Je sens même, enfin, du coup, j'ai fait quasiment toute la dilatation toute seule. Même quand j'ai eu la péri, bah, à part 2 heures où j'ai dormi, j'ai senti mes contractions, j'ai poussé mon bébé toute seule, j'ai pas eu besoin d'aide. Bah, en fait, que demande le peuple? C'est exactement ce que je voulais, être actrice de mon accouchement et c'est ce que je prône sur mon compte Instagram et c'est ce que je prône sur chaque patiente que j'accompagne. Je leur dis le plus important, c'est que vous vous sentiez actrice, pas dépossédée de votre accouchement et que ben, l'un dans l'autre, même si on accouche par césarienne, on peut être actrice de son accouchement en faisant une respiration qui aide le bébé à sortir. Et en fait, c'est ça qui compte en réalité. Et du coup, en parlant avec ma psy, je lui dis, bah, en fait, ouais, c'est un peu une question d'ego, là. C'est vraiment juste pour dire, oui, oui, je l'ai fait sans péridurale, alors que, ben, on s'en fout, tant que mon accouchement, je l'ai bien vécu et que c'était cool. Donc, ça m'a un peu aidé à redescendre sur Terre. Ce qui est important, je pense, aussi de se dire, ben, c'est OK. Et en y réfléchissant à nouveau, et c'est vrai, c'est la raison pour laquelle aussi je voulais parler de mon accouchement, parce qu'au début, je m'étais dit, c'est très intime, j'ai pas forcément envie de le partager. Et en fait, ça m'a donné tellement de leçons, mais tellement que je me suis dit, j'aurais aimé écouter des podcasts où quelqu'un disait ça. Donc je me suis dit, il faut que je le fasse parce que je pense que ça pourra en aider d'autres. Parce que pendant ma grossesse, j'ai écouté 1 milliard de podcasts sur les accouchements physio où des nanas comme moi racontaient leur accouchement. Et en fait, alors souvent c'était pour des deuxièmes ou troisièmes bébés, c'est vrai que c'est souvent un peu plus rapide et un peu plus simple. Mais il y en avait quelques-uns pour des premiers. Et je m'étais fait tout un monde, en fait. J'avais interprété tous ces podcasts et tous ces livres en me disant, ça va se passer comme ça. Voilà, ça va être long, mais je vais gérer. Mais je m'étais dit, ça va le faire, en fait. J'avais hyper confiance en moi, j'avais confiance en mon corps. Je m'étais dit, si je le veux, je le peux. Et j'avais tellement entendu d'accouchements où ça se passait comme elles avaient prévu, que je m'étais dit, c'est bon, j'ai prévu comme ça va le faire. Et du coup, ce que j'en tire comme leçon, c'est que pendant l'accouchement, il y a ce qu'on veut, il y a à quel point on est préparé, mais il y a aussi l'imprévu et ce que veut le bébé. C'est-à-dire que mon fils, il était tourné vers le haut, et j'avais beau faire tout ce que je voulais, il se retournait pas jusqu'au dernier moment. Et en fait, on est obligé de lâcher prise sur ça et de se dire, en fait, même si tu t'es préparé à 1 milliard de %, si ça doit pas se passer comme ça, ça se passera pas comme ça. Et du coup, ça m'a beaucoup apporté sur le lâcher prise et sur le fait que c'est aussi c'est aussi une certaine force mentale d'arriver à changer son fusil d'épaule quand on voit que tout ne se passe pas comme prévu. Et ça, je remercie une amie à moi, Laurine, si tu passes par là, après coup, on a parlé de mon accouchement. Et elle me disait, mais tu sais, c'est aussi hyper fort d'être capable de se dire, là, je sens que ça va plus et que j'ai besoin d'être soulagée. Et du coup, d'aller à l'encontre des désirs que tu avais, c'est aussi une force mentale de pouvoir se dire ça. Et je le remercie parce qu'en fait, ça m'a aidé à me dire, bah oui, c'est vrai, Julie. Tu peux aussi te féliciter d'avoir en fait pris le bon chemin parce que qui sait, peut-être que j'aurais continué sans péri pour m'accrocher à mon projet et qu'en fait, ça serait peut-être pas bien passé et que j'aurais besoin d'une instrumentalisation ou peut-être que j'aurais fini en césarienne pour souffrance et épuisement. On peut pas savoir, ou peut-être que j'aurais réussi, on ne sait pas. Mais, mais voilà, c'est vraiment des conseils que j'aimerais apporter à toutes les mamans qui veulent accoucher physiologiquement. C'est super de lire des livres, c'est super d'écouter des podcasts, c'est super de regarder sur Instagram tous les comptes qui prônent l'accouchement physio et qui mettent que des photos et des vidéos d'accouchement physio. Parce que on s'en infuse, on apprend certaines choses, mais il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on n'arrive pas à ses fins à 100% que c'est un échec. Et je le dis parce que je suis passée par cette phase où je pensais que c'était un échec. Donc je suis pas Gandhi, hein, je suis pas sage au possible en me disant non, totalement. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'aurais aimé en fait entendre quelqu'un dire ça.
Et c'est pas du tout un échec en fait. Déjà de mettre au monde son enfant, c'est une victoire, c'est une réussite. C'est déjà hyper beau qu'on accouche par césarienne, qu'on accouche par voie basse avec une péri, sans péri, qu'on accouche chez soi ou dans la voiture parce qu'on n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à la mater ou qu'on ait une péri à deux parce que c'est déjà trop intense pour nous. Tout est ok en fait parce qu'on est toutes différentes. Et c'est bien de s'infuser de tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout ça, mais c'est aussi qu'une petite partie de la réalité. Et, il faut essayer de pas se mettre, comment dire, de pas tout interpréter pour voilà, se créer son accouchement et ensuite être hyper déçu parce que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Et donc voilà, je trouvais que c'était vraiment important à dire et moi, ça m'a permis de beaucoup avancer et même de changer ma manière de travailler. Forcément, en devenant maman, ben, ça m'a apporté une expérience différente. Certaines choses dont je parlais en prépa naissance ou dont je parlais en séance de kiné, j'en parlais parce que j'ai fait des formations et parce que je connais la théorie. Là, j'en parle un peu différemment parce que je l'ai ressenti. Par contre, c'est un couteau à double tranchant parce que ça m'apporte une expérience qui m'aide à accompagner différemment les femmes, mais il faut que je fasse attention à ce que mon expérience ne devienne pas l'expérience que je veux partager à tout le monde, dans le sens où j'essaye de rester consciente que ma vision de l'accouchement et la manière dont je l'ai vécu n'est pas celle des autres en fait. Donc j'essaye de pas trop parler de mon accouchement en mode oui, mais ça va se passer comme ça parce que je sais que c'était propre à moi. Donc je vais juste parler des sensations qui sont universelles pour essayer de les accompagner au mieux. Et voilà, je le faisais déjà avant, on en avait un peu parlé pendant notre premier podcast, mais de dire en fait, si vous avez envie d'accoucher physiologiquement, mais qu'on vous propose un décollement des membranes pour essayer de déclencher parce qu'on arrive à terme, parce qu'on a dépassé le terme, ou si on vous propose du protoxyde d'azote parce que là, ça commence à être hyper intense et que vous essayez de tenir un petit peu jusqu'au bout, ou si on vous propose la péri parce que là, clairement, c'est plus possible, ben peut-être que c'est le chemin que vous devez emprunter pour continuer à être actrice de votre accouchement et faire ce choix en conscience, en fait. Du coup, voilà, c'était important pour moi de partager cet accouchement et plus que l'idée de juste parler de moi et de mon accouchement, c'était vraiment l'idée d'amener un récit un peu différent en fait de ce que j'ai pu entendre sur les plateformes d'écoute et quelques conseils qui, s'ils résonnent en vous, auditrices, ben, de les garder dans un coin de votre tête et pourquoi pas de le réécouter à un moment où vous en aurez besoin pour votre accouchement, si le besoin se fait ressentir et si ce conseil vous convient à vous. Et voilà, c'était important pour moi. Bah écoute, merci beaucoup, Julie. J'avais préparé des questions au cas où, et en fait, je me rends compte que tu as répondu à tout. C'est incroyable, c'était très instinctif, j'ai envie de dire, très clair. Enfin, je pense que Lydia, tu es d'accord avec moi. Euh, Très émouvant aussi. Quand t'es ému, on l'est aussi, donc je pense que les auditrices le sentiront, mais on a eu la larme à l'œil pas mal de fois. Merci. Écoute, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu avais envie d'ajouter. Ben non, enfin, j'aurais juste aimé faire passer un message peut-être. C'est que le corps en fait est d'une puissance phénoménale et j'aurais aimé par ce podcast juste donner confiance dans le corps des femmes et donner confiance aux femmes en fait. Ayez confiance en vous, même si c'est votre premier accouchement, même si vous êtes un peu perdu, que vous savez pas trop en fait où est-ce que vous allez. Vous pouvez évidemment vous renseigner et trouver des informations avec des professionnels de santé autour de vous, mais ayez confiance en vous. Même si vous l'avez jamais fait, vous allez en être capable. Peut-être que vous aurez besoin d'un peu d'aide, peut-être que vous aurez besoin d'être accompagné, mais peu importe la manière dont vous allez accoucher, c'est vous qui allez accoucher, c'est vous qui allez mettre au monde votre enfant. Et la puissance de la femme, elle est juste dingue. Et j'aimerais qu'on la mette sur un piédestal tellement c'est dingue. Et je trouve que c'est important de rappeler ça. Ayez confiance en vous, vraiment, c'est la clé. C'est un beau message du coup. Ouais. Ouais, merci. C'est effectivement un très beau message et je trouve que tu as fait un récit avec un super équilibre entre la confiance en soi, le lâcher prise, mais aussi la préparation qui est importante. D'autant plus chez toi, c'était particulier parce que c'était ton métier. Je trouve que c'est très équilibré et que vraiment le message
et chouette à faire passer à toutes nos auditrices. Donc, merci. Merci beaucoup. C'est vrai que tu soulignes un point très intéressant qui m'a fait défaut, entre guillemets. Moi, dans mon accouchement, dans la capacité que j'ai eue à lâcher prise, qui a été en fait très longue pour arriver, c'est que ben, c'est aussi une partie de mon métier et que effectivement, ben, en fait, des fois, avoir trop d'infos, ben, on n'arrive pas à lâcher prise parce qu'on est trop dans le contrôle et dans notre néocortex. Et l'accouchement, ça se passe pas à ce niveau-là du cerveau. Il faut pouvoir lâcher. Et pour mon, on veut un deuxième bébé, pas tout de suite, hein, mais je veux toujours accoucher physio. Cette fois-ci, j'aimerais bien aller jusqu'au bout, mais par contre, je veux pas entendre parler d'accouchement de toute ma grossesse, parce que cette fois-ci, je veux juste lâcher. Mais pourquoi je veux ça? Parce que j'ai eu le recul de ma première grossesse et mon premier accouchement. Et ça m'a aussi appris que ben, si ça se passe pas exactement comme prévu, ben, je changerai de chemin peut-être avec plus de sérénité pendant cet accouchement. Mais oui, du coup, ça me faisait rebondir. Merci de m'y avoir fait penser. De toute façon, c'est un tel parcours, la grossesse, se préparer à l'accouchement, le postpartum. Ouais, faut trouver un juste milieu entre ça me rassure et j'ai besoin d'entendre tout ça. Et je coupe parce que, en fait, dans tous les cas, je pourrais pas tout retenir, quoi. Même toi, en tant que pro, ça a été ton cas. Ah oui, mais c'est tout à fait vrai. En fait, à partir du moment où la douleur devient trop intense, on est obligé de lâcher prise. Et du coup, en fait, ce moment où j'ai lâché prise, je ne pensais plus du tout à Julie, la kiné, mais je pensais juste à mon bébé et à mon accouchement. Et d'ailleurs, c'est très naturel, mais quand on a mal, on n'a pas envie d'aller vers une posture qui nous fait mal. On a envie d'aller dans une posture qui nous soulage. Donc moi, ce qui me soulageait à peu près, c'était le bain. Donc je voulais plus en sortir. Et alors que Julie, avant d'accoucher, se disait le bain c'est bien, mais plutôt à la fin, pas trop longtemps, nanana, l'eau chaude, enfin, bref. Et en fait là, mais je pense qu'il aurait fallu me tirer de force du bain pour que j'en sorte parce que j'étais plus dans oui j'aimerais faire ça parce que ça peut aider le bébé à descendre. J'étais en mode je veux être soulagée quoi. Et donc oui les conseils on s'en infuse, mais il y a un moment où on lâche prise, on n'y pense plus de toute manière, parce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un truc de dingue. Et je voulais du coup rajouter, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je vais quand même faire quelques mots sur le sujet, mais mon mari, il a été d'une aide incroyable pendant mon accouchement. Dans mon travail, j'inclus énormément le partenaire quand celui-ci est motivé. J'essaye de l'inclure quand il l'est un peu moins, mais c'est parfois un peu difficile. Mais en fait, le partenaire, c'est votre, moi j'appelle ça le phare dans la nuit. Parce que quand on a mal, on est vulnérable, on est fragile. Et en fait, ça peut être vraiment la personne qui va vous aider à tenir, à avoir confiance en vous, à vous remotiver quand on a des petites baisses de motivation, ce qui est normal. Et mon mari, il a été génial de A à Z. Bah déjà, c'est tout bête, mais quand je lui ai dit que je voulais partir à la maternité, il a tout géré de A à Z. Donc moi, j'étais juste centrée sur mes contractions. Il savait où était ma pochette de maternité, mon dernier contrôle, la dernière sérologie, enfin voilà, tout ce qu'il fallait. Et pendant l'accouchement, il m'accompagnait dans le bain, il me massait le bas du dos, il me bougeait les hanches, il me tenait les mains, il me faisait des caresses, il me disait des mots qui résonnaient en moi. euh, ben, parce que pareil, l'accouchement, c'était aussi un peu pas une résilience, mais par rapport à des choses que j'avais vécues dans ma vie, c'était aussi un moyen de prendre une revanche sur la vie et de me dire, ben, je vais donner naissance à mon enfant et ça va me transformer en tant que femme. Je vais laisser passer derrière moi des choses difficiles et je vais redevenir puissante. Je vais retrouver ma puissance de femme. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi, ce sujet-là. Et lui, en fait, il allait dans ce sens-là. Il me disait qu'il était fier de moi, que j'étais belle. Et, hum, et même si des fois il a été un peu désœuvré, on en a parlé après, ça a été très dur pour lui de me voir souffrir sur la fin, bah en fait il est resté comme un roc auprès de moi et ça je voulais le rajouter parce que un accouchement en fait pour moi ça se fait quand c'est possible à trois, la maman, le bébé et le ou la partenaire et lui a été juste fantastique. Bon j'en doutais pas trop pour être honnête, mais le fait est qu'il a été super. Et même après l'accouchement, les premiers jours à la maternité, il s'est oublié. En fait, il s'occupait du petit et il s'occupait de moi. Bah, forcément, quand on se lève, qu'on est accouché par voie basse ou par césarienne, il y a quelques douleurs par-ci par-là, hein.
Et du coup, il m'aidait à pas rester beaucoup debout, à me passer le petit pour que je l'allaite, pour pas que j'ai à forcer sur le ventre ou sur le périnée. Et il s'oubliait tellement qu'il mangeait pas en fait. Le soir, il me disait, je crois que j'ai pas mangé aujourd'hui. Et je disais, oh mince, oui, j'ai pas capté. Enfin, c'était dingue. Et pareil, pour les auditrices, n'hésitez pas à inclure votre partenaire dans votre accouchement, dans votre grossesse et dans le postpartum. Vraiment, si vous avez un ou une partenaire à vos côtés, peut-être lui faire lire des livres avec vous, le ou la faire participer au cours de préparation à la naissance, écouter des podcasts, faire de l'autonomie, rentrer en contact avec le bébé, voilà. Et le partenaire, des fois, il a juste besoin de savoir ce qu'il peut faire pour aider. C'est ça qui lui manque comme clé pour pouvoir être acteur aussi de cet accouchement. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'ils soient informés aussi. Voilà, ça y est, je pense que cette fois-ci, j'ai tout dit. Ok, super. Félicitations à tous les deux, du coup. Et un grand merci pour ta confiance. Nous, on est vraiment très, très contente d'avoir pu enregistrer cet épisode avec toi, d'avoir pu découvrir ton récit qui est vraiment, comme je disais tout à l'heure, émouvant. C'est vraiment précieux comme moment et comme échange. Donc merci à toi, merci aux auditrices qui vont l'écouter. Et puis écoute, on reste en contact et on se donne rendez-vous de toute façon sur nos comptes Instagram respectifs où de toute façon on n'est jamais très loin. Tout à fait. Donc voilà. Écoute, merci Julie et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un excellent moment en notre compagnie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lui donner autant d'étoiles que tu veux. Et n'oublie pas, nous sommes toujours disponibles sur Instagram pour répondre à tes questions. Et au fait, les nausées, remontées acides ou jambes lourdes te gâchent la vie ? Découvre nos infusions spéciales grossesse sur garrigataupluriel.fr pour apaiser tes maux.